Salam alaikum. Donc, on va aborder la suite de la leçon, la troisième partie, estérification hydrolyse. Donc, je vais donner un petit rappel concernant les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Alors, la réaction d'estérification. Alors, la réaction d'estérification, c'est la réaction entre un acide carboxylique, R, C, de liaison O, OH, avec un alcool, R',OH. Donc R', c'est le radical de l'alcool. Alors, cette réaction est une réaction qui a trois propriétés. Donc, c'est une réaction lente, limitée et athermique. Athermique. Bon, alors, athermique, qu'est-ce que ça signifie? Athermique, qu'est-ce que ça signifie? Athermique, ça signifie que cette réaction, la température, n'a pas un effet sur la constante d'équilibre, c'est-à-dire n'a pas un effet sur l'état d'équilibre. Alors, si on augmente la température, on va voir que la température a une influence seulement sur la vitesse de la réaction. Alors maintenant, nous avons RCOH, R',OH. Donc, on va enlever le H. Donc, il reste R, C, de liaison O, O, et on va remplacer le H par R'. Donc, R', et on va lier le H avec OH. Ça donne H2O. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a acide, alors plus alcool donne ester plus eau. Alors, pour cette réaction, on a donné la constante d'équilibre. K, elle est égale. La concentration de l'ester à l'équilibre fois la concentration de l'eau à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre fois la concentration de l'alcool. La concentration de l'alcool. Bien sûr, à l'équilibre. Alors, et nous avons dit que cette constante K, il a une valeur K est égale à 4 si l'alcool est primaire. Donc, pour alcool primaire. Quelle que soit la température. Et nous avons K est égal à 2,25 pour alcool tertiaire. Bon, alors maintenant, pour l'alcool secondaire, Pour l'alcool secondaire, puisque j'aimerais bien parler de l'alcool tertiaire, pour l'alcool tertiaire, K, il est inférieur à 2,25. Donc nous, on va s'intéresser seulement à ces deux K. K égale à 4 et K est égal à 2,25. Bien sûr, lorsqu'on va calculer le K, on va trouver la valeur de K proche de 4, c'est-à-dire supérieure un petit peu par rapport à 4 ou bien inférieure un petit peu par rapport à 4. Alors, la constante K, on va vous demander de la calculer ou bien on va vous la donner. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit de l'utiliser même si vous connaissez déjà sa valeur. Alors, maintenant, l'hydrolyse. Alors, la réaction d'hydrolyse. La réaction d'hydrolyse, c'est la réaction inverse de la réaction d'estérification. C'est la réaction inverse de la réaction d'estérification. C'est-à-dire, nous avons un ester, alors plus l'eau donne un acide carboxylique plus un alcool. Donc, par exemple, vous avez CH3, C de liaison O
C2H5, vous avez cet ester, plus H2O. Alors, cette réaction-là, donc qu'est-ce qu'on va séparer ces deux-là? Donc, on aura ici CH, C de liaison O, plus C2H5. Voilà, j'ai séparé cette partie et le radical C2H5. Alors, le H2O, je prends un H. Donc, H2O, il y a H, il y a OH. Je le sépare, je place H ici, voilà, et je place OH ici. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un acide carboxylique et là, j'ai un alcool. Alors, maintenant, cette réaction, il possède une constante d'équilibre. D'accord? Donc, cette réaction, il s'appelle réaction d'hydrolyse. Réaction d'hydrolyse. Hydrolyse. Alors, cette réaction, elle aussi, elle a les mêmes propriétés que l'esterification. C'est une réaction lente, limitée et athermique. Alors, donc, athermique, ça signifie, ce n'est pas une réaction ni exothermique ni endothermique. Qu'est-ce que ça signifie? Que la température n'a pas d'effet sur la constante d'équilibre de cette réaction, n'a pas d'influence sur l'état d'équilibre, ou bien l'état final. On va voir que la température a une influence sur la vitesse de la réaction. Alors maintenant, la constante d'équilibre, K. Donc la constante d'équilibre K, je vais l'appeler K'. Donc est égale à quoi? Est égale à la concentration de l'acide. Concentration de l'acide. Voilà. Fois la concentration de l'alcool. L'alcool divisé par la concentration de l'ester. L'ester fois la concentration de l'eau. H2O. Donc vous voyez que dans la réaction d'esterification hydrolyse, on est obligé d'introduire l'eau parce que l'eau n'est pas un solvant. L'eau est ici, c'est un réactif. Dans la réaction d'estérification, c'est un produit. Alors donc, à l'équilibre. Alors maintenant, la constante d'équilibre, K pour l'hydrolyse. Celle-là est égale à quoi? Est égale à l'inverse 1 sur la constante d'équilibre de l'estérification. Estérification. Donc, si nous avons K égale à 4, celle-là est égale à 1 sur 4, 0,25. Si K égale à 2,25, donc celle-là, elle est égale à 1 divisé par 2,25. Bon, donc, on a déjà parlé du tableau d'avancement de la réaction d'estérification et on a déjà parlé aussi du tableau d'avancement pour la réaction d'hydrolyse. Alors maintenant, on va voir comment le contrôle de la réaction d'estérification, bien sûr, et d'hydrolyse. Alors, on va commencer par la réaction d'estérification. Alors, comment on va contrôler la réaction d'estérification? Donc, nous avons la réaction d'estérification. Donc, nous avons acide, donc le cas général, acide plus alcool, alors donne ester plus l'eau. Bon, alors maintenant, cette réaction. Donc, cette réaction est une réaction lente. Donc, comment on peut augmenter sa vitesse? Comment on peut augmenter la vitesse de la réaction? Alors, pour augmenter la vitesse de la réaction, on doit, premièrement, soit utiliser un catalyseur, donc on ajoute un catalyseur, on utilise un catalyseur. Alors, le catalyseur utilisé pour cette réaction, c'est le H2SO4. H2SO4. Il s'appelle l'acide sulfurique. L'acide sulfurique. Donc H2SO4.
Bon, et donc cet acide sulfurique, il est composé par les ions H+, et les ions SO4 Donc lorsque vous constatez, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique, le rôle de l'acide sulfurique, bien sûr, c'est le rôle d'un catalyseur. Donc, et on peut chauffer, c'est-à-dire augmenter la température. Donc, augmenter la température. La température. Donc, augmenter la température. Alors, donc, ici, donc, ce sont les deux, c'est-à-dire les deux méthodes utilisées pour augmenter la vitesse de la réaction. Soit on utilise le catalyseur, soit on augmente la température. Dans la plupart des cas, on va utiliser les deux à la fois, puisque c'est une réaction qui est lente. Donc, on va utiliser le catalyseur et en même temps, on va augmenter la température. Alors maintenant, pour augmenter la température, il faut utiliser un montage, c'est-à-dire un montage expérimental adéquat à cette réaction. Alors, quel est ce montage? Alors, je vais vous montrer le montage utilisé parce qu'en augmentant la température, alors qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir formation, à un certain moment, formation des gaz. Donc, le montage expérimental, je vais essayer de le dessiner. En même temps, je vais vous montrer la photo réelle. Donc, on utilise ici, voilà, un ballon. Alors, dans lequel on va mettre le mélange réactionnel. D'accord? Alors, donc, ici, on va essayer de chauffer. Donc, on va chauffer, on va utiliser un bain-marie, ou bien, je vais vous montrer ici, de chauffer par différentes méthodes. Voilà, pour vous montrer ici qu'on est en train de chauffer le mélange réactionnel. C'est l'acide plus l'alcool. Alors maintenant, on chauffe. Alors lorsqu'on chauffe, il y a formation bien sûr de l'ester et de l'eau. Alors qu'est-ce qui peut y arriver? Alors l'acide ou bien l'alcool, celui qui possède une température d'ébullition la plus petite, il va passer à l'état gazeux. Donc il y aura échappement. Donc il y aura échappement soit de l'acide, soit de l'alcool, soit de l'ester. L'eau, il a une température d'ébullition de 100 degrés Celsius. D'accord? Et les acides et les alcools, ils ont des températures d'ébullition, c'est en fonction de l'alcool. Chaque alcool, il possède une température d'ébullition. Ou bien chaque ester aussi, il possède une température d'ébullition. Certains, ils ont 38, certains, ils ont 50, certains, ils ont 200 degrés Celsius, 140 degrés Celsius, c'est en fonction de la formule de l'ester. Et aussi la formule de l'acide, la formule de l'alcool. Alors, dans tous les cas, lorsqu'on chauffe les acides, les alcools ou bien l'ester, alors ils peuvent passer à l'état gazeux. Lorsqu'ils passent à l'état gazeux, ils vont sortir. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai perte. Soit perte, j'aurai en même temps perte des réactifs et perte des produits. Alors donc, certains, ils vont dire il faut fermer. Alors, si on ferme, donc il y a une formation ici de gaz. À un certain moment, la pression à l'intérieur de l'ampoule, il va augmenter, donc il y aura ce qu'on appelle une explosion. Donc, c'est un risque, donc on ne peut pas fermer ici celui-là. Donc, c'est pourquoi on va utiliser ce qu'on appelle le chauffage à reflux. Donc, on va utiliser un réfrigérant, voilà, à boule.
Alors, donc ici, ça, c'est un réfrigérant. Alors, à boule. Donc, ici, il y a une entrée. Voilà. Et là, il y a une sortie. D'accord? Voilà. Deux ouvertures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on va introduire de l'eau. Donc, ici, il y a l'eau. Il doit entrer par la partie inférieure. Et cette eau, voilà, on va mettre ici un tuyau. Cette eau, il va sortir. Donc, ça, c'est la sortie de l'eau. Donc, l'eau, lorsqu'il va entrer, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va remplir, donc l'eau va remplir cette partie-là. Voilà, celle-là. Donc, cette partie, il sera remplie avec de l'eau et voilà, de l'eau qui va sortir. Alors maintenant, les gaz. Les gaz qui se sont formés. Ici, il y a formation de gaz. Donc, nous aurons un mélange de gaz. Il y a l'acide, il y a l'alcool, il y a l'ester, même parfois si la température est supérieure à 100 degrés Celsius, c'est l'eau. Donc, les gaz, ils vont monter. Ils vont monter. Alors là, ils sont en contact avec les parois du réfrigérant. Ici, la température la température est faible. Donc, ces gaz, ils vont monter. À un certain moment, ils vont passer à l'état, c'est-à-dire ils vont passer à l'état liquide et ils vont descendre. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un déplacement vers le haut des gaz et une fois ils arrivent jusqu'ici, alors ils se refroidissent, donc ils vont descendre. Donc, de cette manière, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un système de chauffage sans perte de réactifs et sans perte de produits, c'est-à-dire l'ester lorsqu'il se forme et l'eau aussi. Donc j'aurai formation de l'ester et formation de l'eau. Donc de cette manière, on chauffe sans perte ni de produits ni de réactifs. Donc ce chauffage, il est appelé chauffage à reflux. Donc on va vous poser toujours une question. Quel est le rôle du chauffage à reflux? Le chauffage à reflux, il a deux rôles. Premièrement, il nous permet de chauffer, c'est-à-dire le mélange, donc pour augmenter la vitesse de la réaction. Deuxièmement, le chauffage de reflux, il ne permet pas la perte, c'est-à-dire il empêche la perte des produits et des réactifs lorsqu'ils passent à l'état gazeux. Alors voilà, vous avez un schéma devant vous ici, voilà. Donc ce schéma, il représente quoi? Il représente le chauffage à reflux. Donc voilà le schéma. Donc un schéma qui est légendé, d'accord? Donc vous voyez ici le ballon, d'accord? Alors vous voyez le réfrigérant et vous voyez aussi le sens de l'eau. L'eau, il entre du bas, il sort. Bon, alors maintenant, donc ça c'est le schéma réel que je vous ai montré. Donc de cette manière, on peut augmenter la vitesse de la réaction en augmentant la température. Bien sûr, donc on va augmenter la température. En même temps, on va utiliser le catalyseur qui est H2S SO4 pour que la réaction soit un petit peu rapide, c'est-à-dire plus rapide qu'avant, parce que ce sont des réactions qui sont lentes. Donc, ce montage-là, vous devez le connaître par cœur, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de le dessiner, mais vous devez avoir une image dans la mémoire. Il s'appelle chauffage à reflux. Chauffage à reflux. Alors, donc, ici,
on a parlé comment on peut augmenter la vitesse de la réaction. La vitesse de la réaction. Donc, je peux vous donner ici, parfois, je vous donne un exemple. Donc, je vous donne la représentation graphique, voilà, à deux températures différentes. Donc ici, c'est un instant T, et là, c'est la quantité de matière de l'ester. La quantité de matière de l'ester. La quantité de matière de l'ester, voilà l'état limite. Voilà. Donc, nous avons la première, voilà, la première réaction, et voilà la deuxième réaction. Donc, ici, la première réaction 1, la réaction 2. Donc, la première à la température θ1 et la deuxième à la température θ2. Et ici, nous avons X équilibre. Donc, vous voyez avec θ1, différence de θ2. Donc, je constate ici que la température n'a pas d'influence sur X équilibre. X équilibre ne change pas. Mais je constate que l'une des courbes, c'est-à-dire celle c'est pour la réaction numéro 1 et celle-là pour la réaction numéro 2, donc l'une est plus rapide que l'autre. L'une est plus rapide que l'autre. Alors, premièrement, on peut savoir celle qui est la plus rapide, d'accord? Celle qui est la plus rapide, ça c'est 1 et ça c'est 2. Donc celle-là, elle atteint sa valeur, ça c'est T final 1 et celle-là, ça représente T final 2, d'accord? Je constate que la réaction 2, il atteint sa valeur, c'est-à-dire il atteint sa valeur maximale à l'instant T2 et T2 est inférieur, T2 final est inférieur à T1 final, donc automatiquement la réaction 2 est plus rapide que la réaction 1. Donc automatiquement la température θ2 est supérieure à la température θ1, puisque la température est un facteur cinétique, c'est un facteur qui augmente la vitesse de la réaction. Donc celle-là est plus rapide que celle-là. Même parfois, on va vous demander de calculer la vitesse de la réaction. Alors calculer la vitesse de la réaction, un instant t égale à 0. Pour celle-là, on va vous donner la tangente. Et pour celle-là, on va vous donner la deuxième tangente. Donc celle-là, c'est D1 et celle-là, c'est D2. Lorsque vous calculez la vitesse de la réaction, je vous donne ici la définition de la vitesse de la réaction. Elle est égale à 1 sur le volume Vs fois D2x sur dt. Donc, elle est égale à 1 sur Vs fois, alors, je vais choisir 2 points. D'accord? Je vais choisir 2 points, c'est-à-dire pour D1, je vais choisir ce point-là et je vais choisir celui-là. Pour D2, je vais choisir ce point-là et celui-là avec cet instant, avec celle-là, cet instant. Alors, donc, de cette manière, je peux le remplacer ici, la valeur, et je calcule la vitesse. Je constate que cette vitesse est plus grande que celle-là, parce que la tangente D2, il est plus proche de l'axe vertical. Alors, donc, on peut vous donner dans un exercice deux courbes, d'accord, à deux températures différentes, et on va vous demander justifier laquelle des deux courbes est plus rapide que l'autre, d'accord, et comparer les températures, c'est-à-dire comparer θ1 et θ2. Donc, vous déduisez quelle est la plus rapide, c'est-à-dire qui possède la plus grande vitesse, donc c'est celle qui possède la plus petite T finale. Alors, deuxièmement, donc, il possède, c'est-à-dire, il a été chauffé à une grande température. Alors, maintenant, le rendement d'une réaction. Bon, avant de parler du rendement d'une réaction, alors parfois, nous avons le ballon, d'accord? Donc, dans ce ballon-là, il y a l'alcool, d'accord? Il y a l'alcool,
Alors, il y a l'acide, et on a ajouté le H2SO4. Le H2SO4, c'est un catalyseur. Alors, donc, on chauffe aussi pour augmenter. Donc, le catalyseur, il augmente la vitesse, mais c'est une augmentation insuffisante. Donc, on va chauffer. Donc, pour chauffer, il faut utiliser, c'est-à-dire le montage chauffage à reflux. Alors maintenant, parfois, on va introduire des pierres. Pierres ponces. Alors, les pierres ponces. Alors, ces pierres ponces. Voilà, on met les pierres ponces. Donc, quel est le rôle des pierres ponces? Le rôle des pierres ponces, c'est pour régulariser l'ébullition, c'est-à-dire régulariser la température au niveau du mélange. C'est ça le rôle des pierres ponces. On peut utiliser les pierres ponces, on peut les remplacer avec des billes en verre. On peut les remplacer aussi avec des billes en verre. Soit les pierres ponces, soit des billes en verre. Le rôle des pierres ponces, ce ne sont pas des catalyseurs, mais ce sont des régulateurs de la température à l'intérieur du mélange pour qu'il y ait une ébullition et des bulles gazeuses. Ils seront uniformes dans tout le mélange. Donc, on va vous poser la question pourquoi on a introduit les pierres ponces. Quel est le rôle de H2SO4? Pourquoi on utilise le chauffage par reflux? Alors maintenant, septièmement, le rendement. Le rendement de la réaction. Alors, on va parler du rendement de la réaction grand R. On va parler du rendement de la réaction d'estérification et après, on va généraliser. Alors, donc, le rendement de la réaction grand R est égal à la quantité de matière expérimentale d'un produit de la réaction divisé par la quantité de matière théorique du même produit. Voilà, donc voilà le rendement. On utilise sa valeur, on va le multiplier par 100. Donc, en multipliant par 100, on obtient la valeur en pourcentage. Bon, donc, N expérimental, ça signifie produit, il est égal, c'est N, la quantité de matière, quantité de matière expérimentale, expérimentale du produit, Alors, comment on calcule la quantité de matière expérimentale? La quantité de matière expérimentale, on la calcule en fonction des données de l'exercice. L'exercice, par exemple, il vous donne, nous avons obtenu une masse M, par exemple, d'ester. Donc, par exemple, pour l'estérification, alors pour l'estérification, on va prendre R, il est égal, N expérimental de l'ester, le produit c'est l'ester, d'accord, divisé par N théorique ester. Voilà, S ester. D'accord? Donc, maintenant, NTH, produit, il est égal la quantité de matière théorique du produit. Donc ça, c'est le cas général. Maintenant, pour l'estérification, N expérimental de l'ester sur N théorique de l'ester. Alors,
à quoi est égal N expérimental. Alors, N expérimental, donc, on vous donne la masse. Donc, N expérimental, alors, de l'ester, elle est égale à quoi? Elle est égale à la masse de l'ester, divisé par la masse molaire de l'ester. D'accord? Donc, dans l'exercice, on vous dit, nous avons obtenu 5 grammes d'ester, donc c'est la masse divisée par la masse molaire. Alors maintenant, à quoi est égal N théorique de l'ester? Alors, N théorique de l'ester, elle est égale à X max. Et elle est égale à X max. Pourquoi elle est égale à X max? Parce que les coefficients de l'estérification, les coefficients de la réaction d'estérification, c'est C1. D'accord? Donc, c'est pourquoi N théorique, elle est égale à X max. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura grand R, elle est égale à quoi? Elle est égale à N expérimental de l'ester, divisé par, directement, divisé par X max. Voilà. Alors maintenant, si vous avez une réaction acide plus alcool donne ester plus eau. Alors donc, on vous demande d'établir le tableau d'avancement. Alors le tableau d'avancement, voilà. À t égale à 0, à l'instant t final. 0, x équilibre. Et en bas, on va mettre si la réaction est totale. Si la réaction est totale. Si la réaction est totale. Donc, nous avons ici X max. Alors, maintenant, nous avons ici 0. Alors, pardon, ici, c'est 0. Oui, X équilibre, X max. Alors, pour celui-là, nous avons par exemple la quantité de matière de celui-là, c'est 2 moles. Voilà, 2 moles. Ici, nous avons 3 moles. Alors, nous avons ici 0, 0. Donc, ici, c'est 2 moins X, 3 moins X. Ici, c'est X. Les coefficients sont 1, 1, 1, 1. 2 moins X équilibre. 3 moins X équilibre. Alors, X équilibre. Alors, donc, 2 moins X max. Alors, 3 moins X max. X max. Alors, vous calculez X max. Celle-là égale à 0. Celle-là égale à 0. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous serez, d'après celle-là, 2 moins X max égale 0. Donc, X max 1. X max 1 est égal à 2 moles. Alors, 3 moins X max 2 est égal à 0. Donc, X max 2 est égal à 3 moles. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la plus petite. Voilà, X max, elle est égale à 2 moles. Donc, on va prendre toujours la plus petite des, c'est-à-dire on va prendre celle-là entre les deux. Si nous avons un mélange équimolaire, 2, donc c'est 2. X max 3, c'est 3. Ici, 2, 3, donc on prend la plus petite. Alors maintenant, un expérimental. L'exercice, il va vous donner la masse de l'ester formée. La masse de l'ester formée, par exemple, nous avons 26 grammes, 5 grammes. Alors, N expérimental de l'ester, alors, elle est égale à quoi? De l'ester. Elle est égale à la masse de l'ester divisé par la masse molaire de l'ester. Bien sûr, la masse, c'est 26, et la masse molaire, vous pouvez la calculer en fonction des données, ou bien, parfois, on peut vous donner cette masse molaire. Alors maintenant, on va calculer taux. Donc, on va calculer taux. Alors, taux, c'est quoi?
taux, c'est X équilibre sur X max. Donc vous voyez ici que l'expression de R, il ressemble en quelque sorte, pour la réaction d'estérification, il ressemble en quelque sorte, à taux. C'est pourquoi ici, lorsqu'on va calculer le R et lorsqu'on va calculer le taux, qu'est-ce on peut trouver? On peut trouver R supérieur à taux, on peut trouver R inférieur à taux, on peut trouver R égal à taux. D'accord? On peut trouver R égal à taux. Alors maintenant, si R est égal à taux, ça signifie quoi? Ça signifie on se trouve dans l'état final, c'est-à-dire on se trouve à l'équilibre. Donc à l'équilibre, lorsque le mélange se trouve à l'équilibre, à ce moment-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons là le rendement, il est égal à taux. Donc c'est pourquoi, lorsque je vous demande calculer le rendement à l'équilibre, c'est calculer taux. Calculer le rendement à l'équilibre, c'est calculer taux. Donc, je répète, on peut calculer R. Premier cas, on peut trouver R est égal à taux. On peut trouver R inférieur à taux. On peut trouver R supérieur à taux. Alors, maintenant, lorsque R est égal à taux, ça signifie que le mélange se trouve à l'équilibre. Le mélange se trouve à l'équilibre. Voilà, l'équilibre. Alors, et maintenant, lorsque je vous demande calculer le rendement à l'équilibre, c'est comme calculer taux, c'est X équilibre sur X max. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas vous donner la masse, je vais vous donner seulement, par exemple, la constante d'équilibre. Et à l'aide de la constante d'équilibre, vous allez calculer le taux. Et calculer le taux, c'est calculer R. Maintenant, lorsque je vous demande calculer le taux et je ne précise pas est-ce que équilibre ou non, à ce moment-là, je vais vous donner une masse. Et vous allez la calculer. Et bien sûr, en la comparant avec taux, vous pouvez savoir les trois cas suivants. Si R est égal à taux, maintenant, si R est inférieur à taux, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le mélange réactionnel n'a pas atteint l'équilibre, c'est-à-dire on a arrêté la réaction avant l'équilibre. Donc, la réaction est, ou bien l'extraction, c'est-à-dire on a enlevé l'ester avant d'atteindre l'équilibre. Donc, la réaction est avant l'équilibre. Ou bien le système se trouve avant l'équilibre. Donc la réaction est arrêtée avant l'équilibre. Donc, ou bien, on dit aussi, le système se trouve avant l'équilibre. Le système se trouve avant l'équilibre. Alors, l'équilibre, dans ce cas-là, on va rencontrer, lorsque la réaction elle est lente, parce qu'une réaction qui demande par exemple 8 heures, je peux par exemple, je peux pas attendre 8 heures pour avoir une quantité d'ester. D'accord? Par exemple, si je reste jusqu'à 8 heures, j'aurai par exemple 50 kilos d'ester. Mais si j'arrête la réaction, ou bien j'arrête la réaction avant l'équilibre, c'est-à-dire à 3 heures ou bien à 4 heures, par exemple, je peux avoir par exemple 30 kilos. Donc 30 kilos devant ces 50, c'est mieux de perdre par exemple 3 ou bien 5 autres, c'est-à-dire 5 heures pour avoir seulement 50. Donc, on peut arrêter la réaction avant l'équilibre lorsque la durée nécessaire pour atteindre l'équilibre, cette durée elle est longue. Donc, alors,
on essaye d'arrêter et on accepte d'avoir la quantité qui se trouve, par exemple, dans le ballon réactionnel. Alors, maintenant, lorsque R est supérieur à taux, lorsque R est supérieur à taux, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a amélioré le rendement. On a amélioré le rendement, donc on va essayer de savoir comment on a amélioré, c'est-à-dire on a augmenté le rendement. On a augmenté le rendement, donc on va voir quelles sont les techniques utilisées pour augmenter le rendement d'une réaction. Quelles sont les techniques utilisées pour augmenter le rendement d'une réaction. Donc ici, amélioration du rendement. Alors maintenant, quelle est la méthode utilisée pour améliorer le rendement? On va essayer de l'étudier dans le paragraphe suivant. Donc je répète, pour l'estérification et pour l'hydrolyse, les deux. D'accord? Pour l'estérification et pour l'hydrolyse. J'efface. Donc, pour l'estérification, voilà, estérification, nous avons quoi? Nous avons acide plus alcool, alors alcool, donc ester plus eau. Pour l'hydrolyse, nous avons ester plus eau, donne acide plus alcool. Alors, nous avons parlé qu'il possède une constante d'équilibre K, je vais l'appeler K1, et ici une constante d'équilibre K2 est égale à 1 sur K1. Voilà la première information. Deuxièmement, ici, le rendement. Le rendement est égal la quantité de matière expérimentale d'un des produits. Le produit principal, c'est l'ester. L'eau, il se trouve partout. Donc, c'est l'ester, voilà, l'ester divisé par directement X max. Pourquoi? Parce que le coefficient de l'ester, c'est 1. Maintenant, la même chose ici. Le rendement R est égal à quoi? La quantité de matière expérimentale de l'un des produits, soit l'alcool, soit l'acide. Alors, en fonction des données, s'ils ont donné la masse de l'acide, j'utilise N expérimental acide divisé par la même chose, X max. Alors, X max, c'est la plus petite des quantités de matière de l'ester et de l'eau. Alors maintenant, le R, il peut être égal à taux, il peut être R inférieur à taux, alors R, il peut être supérieur à taux. Donc la même chose, R, il peut être égal à taux, R, il peut être inférieur à taux, R, il peut être supérieur à taux. Alors lorsqu'il est égal à taux, on est à l'équilibre. Lorsque R est inférieur à taux, ça signifie qu'on est avant l'équilibre. L'équilibre n'est pas atteint. Et lorsqu'il est supérieur à taux, ça signifie qu'on a amélioré l'équilibre de la réaction. On a amélioré l'équilibre de la réaction. Alors maintenant, on a parlé de l'estérification et de l'hydrolyse. Alors, estérification, et celle-là, c'est hydrolyse. L'hydrolyse. Alors maintenant, on va parler dans le cas général. Alors le cas général, c'est-à-dire, parce qu'on va voir d'autres réactions par la suite de la leçon, et on va essayer aussi de calculer leur rendement. Donc, si nous avons une réaction A plus B donne C plus D. Et nous avons des coefficients, par exemple ici 2, alors 1, nous avons ici 3, et nous avons ici par exemple 1. Alors donc nous avons cette réaction. Alors on veut calculer le rendement. Le rendement est égal à N expérimental de là, supposons nous avons ici 2, donc
expérimental de l'un des produits. J'ai choisi C. Alors C divisé par N théorique de C. Alors est égal N expérimental de C divisé par N théorique, c'est 3x max. Donc vous voyez ici, N théorique est égal à 3x max. Pourquoi? Parce que le coefficient de C, c'est 3. Ou bien R est égal à N expérimental de D, voilà, de D divisé par N théorique de D, N théorique de D, alors est égal à N expérimental de D divisé par 2x max. Donc vous voyez que N théorique n'est pas toujours égal à x max. Il est égal à x max seulement pour l'estérification et l'hydrolyse. Pourquoi? Parce que les coefficients que nous avons pour l'ester égale à 1. Et pour l'alcool aussi. Donc là voilà le rendement. Donc le rendement de cette réaction. Alors N expérimental, c'est quoi? N expérimental de C, c'est la masse de C divisé par la masse molaire de C. La même chose, N expérimental de D est égal la masse de D divisé par la masse molaire de D. Donc, lorsque nous avons des coefficients, voilà, des coefficients, si je travaille avec C, donc je dois multiplier par 3, si je travaille avec D, je dois multiplier par 2. Alors, donc, pour l'estérification et l'hydrolyse, alors, les coefficients que nous avons, 1. C'est pourquoi, pour l'estérification et l'hydrolyse, ou bien par exemple pour l'estérification, R est égal à N expérimental de l'ester divisé par X max. On n'a pas mis 2 ou bien 3 parce que le coefficient de l'ester, il est égal à 1. Le coefficient de l'ester est égal à 1. Alors maintenant, l'estérification, grand 6. L'estérification, S, purification par l'anhydride d'acide. Donc, nous avons ici deux réactions d'estérification. La première qui a été déjà étudiée, c'est acide, je répète, plus alcool donne ester plus eau. Nous avons cette réaction lente. Alors, limité, ça signifie ici taux inférieur à 1 et athermique. Alors maintenant, nous avons une nouvelle réaction d'estérification. Alors cette réaction d'estérification, il va nous permettre de synthétiser l'ester. Donc c'est la réaction entre quoi? Anhydride d'acide, l'anhydride d'acide, plus l'alcool. Donc, c'est une réaction totale. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Ici, c'est deux flèches. Ici, c'est une seule flèche. Donc, c'est une réaction totale. Deuxième remarque, alors, le réactif essentiel dans les deux, c'est l'alcool. Donc, il y a toujours présence de l'alcool. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ester, voilà, ça donne un ester plus un acide. Ça donne ester plus acide carboxylique. Alors, cette réaction, elle est plus rapide que la première
et c'est une réaction totale. Par contre, celle-là, limitée et athermique. Donc, on va écrire les équations des réactions. Les équations des réactions. Donc, nous avons un anhydride. Un anhydride dans le cas général. C'est R, C, de liaison O, O, C, de liaison O, R. L'anhydride d'acide. Alors, plus l'alcool. R'-OH. C'est une réaction totale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va lier le R' avec O. Alors, et on va enlever cette liaison, c'est-à-dire on va faire la séparation d'ici. Donc, on va séparer les deux, celle qui est en haut et celle qui est en bas. Donc, on va les séparer. Voilà. R, C, de liaison O, O. Et l'autre, plus R, C, ici, de liaison. Voilà. Là, c'est vide. Donc, le R', il va être lié à O. Donc, ici, on aura R'. Voilà. R'. Et ici, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le OH. Alors, le OH, il va remplacer le O ici. Donc, on obtient ici OH. Donc, ça, celui-là, c'est un ester. Donc, anhydride plus alcool donne ester plus acide carboxylique. Donc, c'est une réaction qui est une réaction totale. Alors, je donne un autre exemple de cette réaction. Un autre exemple de cette réaction. Donc je vais alors prendre CH3, voilà, C de liaison O, O, C de liaison O, CH3. Donc nous avons dit que les anhydrides, les deux radicaux sont identiques pour nous cette année. Alors plus CH3, CH2, OH. Donc cette réaction est totale. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer ces deux. Donc on va séparer, alors on va séparer celle-là, voilà. Donc ici c'est la première et celle-là c'est la deuxième. Donc je vais mettre ici CH3, C de liaison O, alors ici O, et l'autre c'est CH3, C, la double liaison, voilà, double liaison O, et là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais mettre celui-là tout entier, je vais le lier à O. Donc, j'aurai une liaison ici, voilà le O, et le CH3, voilà, CH2, bien sûr, c'est CH2 qui va être lié à O, c'est pas CH3, le CH2, CH3, voilà. Ici, qu'est-ce que j'aurai? Le OH, il va venir ici, donc le OH, il va venir là, donc ça donne, voilà, le OH. Donc j'aurai un acide plus un ester. Je donne un troisième exemple pour bien assimiler cette réaction. Donc, un troisième exemple. Donc, nous avons C2H5, C, double liaison O, O, C, double liaison O, C2H5, plus CH3, CH, CH3. Voilà, OH. Donc, c'est une réaction totale. Voilà. Donc, cette réaction, je répète, je sépare ces deux-là. Voilà. J'écris cette formule là-bas et celle-là. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Voilà. J'aurai C2H5, C, double liaison O, O, plus celle qui est en bas, c'est C2H5, C, double liaison ici, et là, un tiret. Et alors, le OH va se lier avec cet atome de carbone, donc c'est ici OH. Et là, qu'est-ce qu'il reste? Donc, voilà, il reste O. Donc, O, il sera lié à quoi? Il sera lié à CH. Donc, il sera lié à CH. CH, il est lié de côté à CH lata
et de l'autre côté ACH3. Donc voilà la troisième, c'est-à-dire le troisième exemple de la réaction d'estérification avec l'anhydride d'acide. C'est une réaction qui est totale et c'est une réaction plus rapide que la première. C'est une réaction, bien sûr, il est mieux que la première réaction. Mais nous, au niveau des exercices, on préfère la première. On préfère la première parce que la première, on a pas mal de questions, on a pas mal de démonstrations à faire. Donc, c'est-à-dire, c'est celle où il y a beaucoup de complications sur le plan pratique. Sur le plan pratique, exercice, mais sur le plan synthèse, alors on préfère celle-là. Même s'il possède un petit problème, je vais l'indiquer ici, un petit problème, c'est que l'acide, lorsqu'il se forme, cet acide, il va trouver devant lui l'alcool, donc j'aurai une deuxième réaction, la réaction d'estérification entre cet acide et cet alcool. C'est-à-dire, j'aurai une autre réaction qui s'appelle réaction parasite. Donc, entre celui-là et celui-là, donc j'aurai double réaction, la réaction principale suivie d'une deuxième réaction entre l'acide et l'alcool qui n'a pas encore réagi. Bon, alors maintenant, je retourne à la réaction d'estérification. À la réaction d'estérification par l'acide, c'est-à-dire la réaction qui n'est pas totale. C'est-à-dire, je reviens à la réaction entre l'acide plus l'alcool qui donne l'ester plus l'eau. Alors, donc cette réaction, nous avons dit que c'est une réaction qui est limitée, donc réaction lente, voilà, lente, limitée et athermique, voilà, athermique, je vous ai dit que la température n'a pas d'influence sur X-équilibre, donc n'a pas d'influence sur la valeur de K. Alors maintenant, dans cette réaction-là, nous avons dit qu'elle est lente. Et nous avons parlé comment on peut augmenter sa vitesse. Donc, comment on peut augmenter sa vitesse? On a déjà parlé, il y a deux méthodes. Soit en utilisant un catalyseur, soit en augmentant la température. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours les deux à la fois. On va utiliser un catalyseur, c'est H2SO4, et on va augmenter la température. Mais, pour augmenter la température, il faut utiliser un montage bien précis. Ce n'est pas n'importe quel montage. Donc, il faut utiliser le montage que je vous ai montré. Quel montage? C'est le montage qui s'appelle, bien sûr, le chauffage à reflux. Le montage qui s'appelle le chauffage à reflux. Alors, maintenant, on va parler comment on peut augmenter le rendement. C'est-à-dire, puisque je vous ai dit, nous avons R, il peut être égal à taux, R, il peut être inférieur à taux, le rendement R, il peut être supérieur à taux. Et j'ai dit que si R est égal à taux, ça signifie que le système il se trouve à l'équilibre. Si R est inférieur à taux, ça signifie qu'on a arrêté la réaction avant d'atteindre l'équilibre. Maintenant, si R est supérieur à taux, alors ça signifie qu'on a amélioré le rendement. Comment on peut améliorer le rendement? Donc, c'est cette partie, je parle de cette partie, comment on peut améliorer le rendement. Alors, pour améliorer le rendement, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut, soit c'est-à-dire la première expérience, c'est d'éliminer l'un des produits de la réaction. C'est-à-dire, lorsqu'il y a formation de l'ester, ou bien formation de l'eau, dès qu'il y a formation de l'ester, on enlève. Dès qu'il y a formation de l'ester, on enlève. Dans ce cas-là, l'équilibre il se déplace dans le sens 1.
De cette manière, on augmente le rendement de la réaction. Alors, ou bien élimination de l'eau, ou bien élimination de l'eau. Alors, pour l'élimination de l'ester, on utilise un montage qui s'appelle le montage de distillation. D'accord? Donc, l'extraction par distillation. Alors, le montage est le suivant. Le voilà. D'accord? Donc, le montage de distillation. Bon, alors maintenant, je vais expliquer ce montage. Alors maintenant, dans ce montage-là, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le ballon qui contient le mélange réactionnel. Donc ici, le mélange. Alors, donc, il contient le mélange. Et nous avons ici un chauffe-ballon. Voilà, chauffe-ballon. Donc, chauffage, voilà. Ou bien on l'appelle parfois le bain de Marie, si vous voulez. Et j'ai 2 réfrigérateurs. Le premier là, il est vertical. Donc ici, il est fermé. Et là, il y a alors donc ici, c'est donc on va introduire de l'eau. Donc ça, c'est le sens d'entrée de l'eau froide. Et ici, c'est la sortie de l'eau. D'accord? Alors maintenant, lorsqu'on chauffe, ici, alors lorsqu'on chauffe, donc en chauffant ici, bien sûr, connaissons la température d'ébullition de l'ester, par exemple, la température d'ébullition de l'ester, supposons qu'elle est égale à 50 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va régler la température jusqu'à 50 degrés Celsius. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a formation de l'acide, la température d'ébullition de l'acide, il est supérieur à 50. La température d'ébullition de l'eau, c'est 100. La température d'ébullition de l'alcool, elle est supérieure à 50. Donc, lorsqu'on chauffe jusqu'à 50 degrés Celsius, alors il y a l'ester qui va monter, voilà. Alors, il va passer par le réfrigérant ici, et lorsqu'il passe par le réfrigérant, on montre de l'eau. Donc, cette partie-là, elle est refroidie par l'eau puisqu'il est rempli d'eau. Alors, à ce moment-là, le gaz, il monte, et maintenant, il passe à l'état liquide. Et à la fin, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un distillat, c'est l'ester. J'obtiens ici l'ester. Donc ce montage, il nous permet de quoi? D'éliminer l'ester. Il permet d'éliminer l'ester. Donc on chauffe,
mais à condition que la température d'ester il doit être inférieure à la température d'ébullition, de l'acide et de l'alcool, pour que l'ester monte le premier et il va passer à travers le réfrigérant. Alors, il passe de l'état solide à l'état gazeux à l'état liquide et on le recueillit ici dans un bécher. On le recueille dans un bécher. Donc, de cette manière, nous avons éliminé l'ester, donc nous avons augmenté le rendement. De cette manière, on peut avoir un rendement jusqu'à 80%, 90%, 98%. D'accord? Donc, c'est un exemple. Alors maintenant, il y a la deuxième méthode, c'est d'éliminer l'eau. Alors, on utilise ce qu'on appelle la méthode de Dean-Stark, c'est-à-dire le montage de Dean-Stark. Montage Dean-Stark. Alors, le montage de Dean-Stark, le voilà, ce montage de Dean-Stark. Donc, je ne vais pas l'expliquer maintenant, je vais l'expliquer dans un exercice spécifique pour vous montrer comment on peut, bien sûr, éliminer de l'eau. Donc, dans le cas général, comment on peut augmenter le rendement? Pour augmenter le rendement, nous avons la première méthode, c'est quoi? C'est éliminer l'un des réactifs. Donc, pour augmenter le rendement, pour augmenter grand R, le rendement de mon grand R, parfois on le note rho aussi. Alors, il faut. Alors, la première, c'est éliminer l'un des produits, soit l'ester, soit l'eau. Deuxième méthode, c'est quoi? C'est utiliser c'est-à-dire l'un des réactifs en excès, ou bien utiliser une quantité de matière, de l'acide différente de la quantité de matière de l'alcool. Alors, c'est-à-dire ne pas choisir équimolaire, le rendement, il peut être, si l'alcool est primaire, 67%. Alors, si on veut un rendement de 80 ou bien de 90%, alors on peut utiliser ici 3 moles, 1 mole. D'accord? Ou bien on peut utiliser ici 1 mole, 4 moles. D'accord? C'est-à-dire la quantité de matière de l'acide est supérieure à la quantité de matière de l'alcool, ou bien la quantité de matière de l'alcool est supérieure à la quantité de matière de l'acide. D'accord? Ou bien on réalise la réaction et à chaque fois on ajoute de l'acide. À chaque fois, on ajoute de l'acide. À ce moment-là, l'équilibre se déplace dans le sens direct. De cette manière, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce cas, on va déplacer l'équilibre et le rendement va augmenter. D'accord? Donc, nous avons deux méthodes pour augmenter le rendement. La première, éliminer l'un des produits. La deuxième, réaliser un mélange non équimolaire, ou bien utiliser l'un des réactifs, et temps excès. Bon, alors, après, on va discuter sur, bien sûr, sur les groupes. Bon, à propos des gens qui sont présents maintenant, c'est-à-dire les gens de l'école Escalade
et de l'école Brada. Je m'intéresse les gens de l'école. Je parle des gens de l'école Escalade et c'est-à-dire les élèves de l'école Escalade et les élèves de l'école Brada. Alors, je reviens à l'esterification par anhydride d'acide. Donc, l'esterification par anhydride d'acide. Donc, nous avons dit, donc je reprends aussi l'esterification par anhydride d'acide. Nous avons CH3, CH3, double liaison O, C, double liaison O, CH3. Alors, plus l'alcool, C2H5, OH. Donc, c'est une réaction que nous avons dit, c'est une réaction qui est totale. Donc, son rendement, il est presque 100%. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lier C2H5 avec O et on va lier le OH avec le C. Donc, on obtient CH3, C, double liaison O, C2H5. Et ici, on obtient plus. Alors, CH3, C, double liaison O, OH. Donc, on obtient un ester, et là, c'est un acide. Bon, alors, le nom de celui-là, 1, 2, c'est anhydride éthanoïque. Puisque 1, 2, éthane, éthanoïque. Alors, celui-là, c'est 2 atomes de carbone, c'est l'éthanol. Éthanol. Alors, l'ester, donc l'acide, il s'appelle l'acide éthanoïque. Acide éthanoïque. Éthanoïque. Alors, l'acide éthanoïque, il a un autre nom, il s'appelle aussi acide acétique. Acétique. L'acide acétique. Alors ici, l'ester, c'est 1, 2, éthanoate, d'éthyle. Ça, c'est l'éthyle, éthyle. Éthanoate, d'éthyle. Alors, E à la fin. Alors maintenant, on va parler de la préparation de l'aspirine. La préparation de l'aspirine. Préparation de l'aspirine. Préparation de l'aspirine. Donc, alors pour préparer l'aspirine, on va réaliser la réaction entre le composé suivant. Voilà. Double liaison, simple, double, simple, double. Alors, COOH et OH. Alors, ce composé, donc, il possède deux fonctions. Il a une fonction acide et il a une fonction alcool. Donc, on va vous donner celui-là
et on va vous demander quelles sont les fonctions que possède celui-là. Voilà, double liaison C, double liaison O, OH. Nous avons ici OH. Donc, celle-là, c'est, on l'appelle fonction acide. Et celle-là, c'est fonction alcool. Donc, il peut se comporter, lorsqu'il se comporte comme un acide, c'est cette partie qui va réagir. Lorsqu'il se comporte comme un alcool, c'est cette partie qui va réagir. Salicylique. Donc, CH3, C, double liaison O, C, double liaison O, CH3. Alors, ça, c'est un anhydride. Cet anhydride, il s'appelle l'anhydride éthanoïque. Donc, il s'appelle l'anhydride éthanoïque. Ou bien, il s'appelle l'anhydride acétique. Donc, anhydride l'anhydride éthanoïque. Bon, donc, l'anhydride acide salicylique plus l'anhydride éthanoïque. Donc là, nous avons une réaction entre quoi? Entre un anhydride et un alcool. Donc l'anhydride, il réagit avec l'alcool. Donc, cette molécule, il possède deux fonctions. Fonction acide et fonction alcool. Donc l'anhydride, il va réagir avec celle-là. D'accord? Donc, c'est cette partie qui va réagir. Donc, celui-là, il va se comporter comme alcool, puisqu'il a deux fonctions. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner, regarde, voilà, je vais écrire celle-là, l'alcool, COOH, il reste intact, ne bouge pas, ne change pas, le cycle benzénique ne change pas, alors ici, on enlève seulement le H. D'accord? Reste O. Alors, ce H, je vais le placer ici. Donc, le H, je vais le mettre, j'enlève le H, je vais le mettre ici. Donc, ça donne CH3, C double liaison OOH. Donc, CH3, C double liaison OOH. Voilà, il se forme un acide. Donc, CH3C. Et cet atome de carbone va être, celui-là, va être lié ici. D'accord? Donc, j'aurai celui-là, il est lié à un O et il est lié à un CH3. Voilà la formule de l'aspirine. Donc, celle-là, c'est la formule de l'aspirine. Donc, cet acide plus cet acide, il s'appelle acide éthanoïque. L'acide éthanoïque. Et cette molécule, il s'appelle, alors, c'est un ester, d'accord? Donc c'est une molécule qui possède deux fonctions. Il possède une fonction ester et une fonction acide. Donc il a une fonction ester et une fonction acide. Donc il s'appelle acide acétyl. Donc acide, il s'appelle acide. Acide, c'est COH. Acétyl, c'est celui-là. Acétyl. Et j'écris ce nom. Salicylique. Acétyl, salicylique. Voilà. Donc, acide, c'est COH. Acétyl, c'est celle-là. Et salicylique, c'est le nom de l'acide qui a permis de former. Donc, cette molécule, c'est le composé essentiel de l'aspirine. C'est le composé essentiel de l'aspirine. Alors,
je vais la refaire. Je vais la refaire. Donc, nous avons, ça c'est le benzène seul, voilà. Lorsqu'il est lié à COOH seul, il s'appelle l'acide benzoïque, ça c'est l'acide benzoïque. Maintenant, s'il possède un OH, alors il s'appelle acide salicylique. Donc, acide salicylique. Acide salicylique. Alors, donc, il a deux fonctions. Il a fonction acide et fonction alcool. Donc, c'est la fonction alcool qui va réagir. Avec quoi? Avec un anhydride. Il va réagir avec un anhydride. Puisque nous sommes habitués à écrire l'anhydride le premier, donc on va essayer de l'écrire ici le premier. Voilà. L'anhydride, CH3, C, double O, C, double O, CH3. Alors, il s'appelle CH3. Donc, il s'appelle anhydride. Alors, N2 éthanoïque. Anhydride éthanoïque. Donc, il va réagir avec cette molécule. Donc, je répète. Voilà, double liaison, double, simple, double. Celui-là seul, il s'appelle benzène. Lorsqu'il est lié à COOH, il s'appelle l'acide benzoïque. Alors, lorsqu'il est lié à OH seul, il s'appelle le phénol. Maintenant, lorsque il possède alors une fonction acide et une fonction, alcool, ça la fonction alcool, fonction acide, il s'appelle acide salicylique. L'acide salicylique. Alors, donc, cet acide, il donne. Donc, ici, je vais commencer par celui-là. Donc, on va le séparer en deux. La partie supérieure, je l'écris ici, CH3, C, double liaison O, O. Et j'enlève le H, je le mets ici. D'accord? J'enlève ce H, regarde, et je le mets ici. Et j'enlève cette, je le mets ici. Et j'enlève cette liaison. Donc, je l'écris ici, voilà H. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Ce C, il va se lier avec ce O. Ce C, il va être lié à ce O. Donc, je reprends, voilà H, O. Donc, plus la formule, voilà. La fonction acide ne change pas. Ici, il y a O. Et le O, il sera lié à un C, ce C. Et ce C, il est lié à un CH3 et un double liaison C. Donc, CH3 et double liaison O. Voilà, double liaison O. Donc, celui-là, il s'appelle acide acétique, ou bien acide, la nomenclature normale, éthanoïque, l'acide éthanoïque. Alors celui-là, il porte un nom. Alors donc, ça c'est l'acide, ça c'est le salicylique, et ça c'est acétate. Donc, c'est acide. D'accord? Alors, acide, acétate. C. Alors, acétyl, acide, acétyl. Voilà, ça. Salicylique.
Alors, c'est l'aspirine. L'aspirine. Alors, grand 6, grand 7, la saponification. La saponification. La saponification, ou bien synthèse du savon. Synthèse du savon. La synthèse du savon. Donc, la synthèse du savon, alors comment on peut réaliser la synthèse du savon? Alors, on réalise la synthèse du savon par la réaction d'un triester. Un triester qui s'appelle les glycérides. Les glycérides, donc un triester, voilà, R, C, donc un triester, R, C, O, CH2, CH, CH2, R, C, O, R, C, O. Donc, celui-là, c'est un triester, il possède fonction ester, fonction ester, fonction ester. Donc, 3 fonctions ester. Ici, j'ai pris les deux radicaux, ils sont identiques. Pour vous simplifier la tâche, ils peuvent être différents. D'accord? Donc, on va choisir seulement le cas où les deux radicaux sont identiques. Et on va lui ajouter quoi? On va lui ajouter le NaOH, c'est-à-dire la solution de soude. Donc, Na+, plus H-. Voilà, aqueux. Donc, ça, c'est une solution de soude. Ou bien on l'appelle aussi solution d'hydroxyde de sodium. Donc, solution hydroxyde de sodium. Bon, alors maintenant, puisque nous avons 3 fonctions ester, donc on a besoin de 3, c'est-à-dire nous avons un OH, il va se fixer ici. Un deuxième OH, il va se fixer là. Et un troisième OH, il va se fixer ici. Donc les OH, ils vont être liés à CH2, CH, CH2. Et il y a séparation d'ici, donc j'aurai RCOO seul, RCOO seul, RCOO seul. Donc qu'est-ce que je vais faire? Regarde maintenant. Donc je vais séparer le RCOO. Donc ça donne RCOO-. Combien de RCOO-? 1, 2, 3. Donc nous avons 3. Avec les Na+. Donc plus 3 Na+. 3 Na+, je factorise 3. Et plus quoi? Le CH2, CH2, celui-là, seul, regarde, CH2, CH, CH2. Donc nous avons 3 OH. Alors la première, voilà, il va être fixé ici, OH. La deuxième, ici. La troisième, ici. Donc, on obtient, alors ça, il s'appelle alcanoate de sodium, c'est le savon. Et ça, c'est un alcool à 3 fonctions, c'est-à-dire un triester.
alcool. Donc, il s'appelle, celui-là, il a un nom spécifique. Donc, il s'appelle 1, 2, 3. Donc, c'est propane, propane. Donc, propane, virgule. Donc, propane. Alors, propane, 1, 2, 3, tiré, ol. Propane, 1, 2, 3, ol. C'est-à-dire OH avec le carbone numéro 1, avec le carbone numéro 2, avec le carbone numéro 3. Ou bien, il est connu par le nom, le glycérol. Glycérol. Voilà son nom. Il s'appelle le glycérol. Il s'appelle le glycérol. Alors, donc ici, c'est dans le cas général. Alors maintenant, on peut réaliser du savon facilement à la maison, puisque à la maison, vous avez l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, il contient un triester qui s'appelle l'oléine. Donc l'huile d'olive, il contient essentiellement l'oléine. L'oléine, c'est C17H33 COO CH2. C17H33 COO CH. CH. Alors, CH2, C17H33 COO. Donc, celui-là, c'est l'oléine. Donc, on prend l'oléine et on lui ajoute. Donc, le sodium, l'hydroxyde de sodium, solution d'hydroxyde de sodium. Alors, la solution d'hydroxyde de sodium, donc Na plus HO moins. aqueux. Donc, on peut utiliser celui-là, on peut utiliser l'hydroxyde de potassium, K plus HO moins. Aqueux. Quelle est la différence entre les deux? Celui-là, il nous permet d'avoir un savon dur et celui-là, il nous permet d'avoir un savon mou. Voilà la différence entre l'hydroxyde de sodium et l'hydroxyde de potassium. Donc, si on veut du savon dur, on utilise l'hydroxyde de sodium. Du savon mou, on utilise l'hydroxyde de potassium, K plus HO-. D'accord? Donc, 3, puisque nous avons 3 fonctions, 3, voilà. Donc, ça donne, c'est une... Regardez là. J'enlève le CH2, CH2. Je vais l'écrire ici, le premier, CH2. Voilà, CH, CH2. Donc, j'ai enlevé la chaîne CH2, CH, CH2. Je vais fixer les OH. Les OH, ils se fixent ici. Voilà, ils se fixent là. Donc, je vais mettre ici un OH. Alors, là aussi, un OH. Et ici, un OH. Donc, celui-là, il s'appelle le glycérol. Glycérol. Bon, c'est un alcool à 3 fonctions. Alors, plus le savon. Alors, le savon, c'est quoi? C'est C17H33COO. Donc, C17H33COO- plus Na plus. Combien de Na plus? 3. Combien de C17H33? C'est 1, 2, 3. Donc, 3. Donc, le voilà. Je peux l'écrire de cette façon. Je peux aussi l'écrire de la façon suivante. C17H33COONA. Alors, maintenant, donc, celui-là, c'est le savon. Donc, il s'appelle le savon. Donc, ça, c'est savon. Et son nom, le savon, il s'appelle oléiet. Oléiet de sodium. Oléiet de sodium. Alors maintenant, une fois nous avons la formation oléiet de sodium, qu'est-ce qu'on va constater? Alors, elle va être formée dans
par exemple ici, dans un bécher. Donc dans un bécher, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'oléette, c'est-à-dire le savon avec l'eau. Le savon avec l'eau, avec le glycérol. Ça, c'est un composé organique. Alors, on peut l'enlever le glycérol, puisque le glycérol va se déposer facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, nous avons le mélange, voilà, réactionnel, c'est-à-dire les produits de la réaction, d'accord? Donc mélange réactionnel. Alors, donc ce mélange réactionnel, il va nous donner le savon, c'est-à-dire le savon, et avec le glycérol, et avec, parce qu'on va utiliser celui-là en excès. On va l'utiliser en excès pour utiliser tout, celui-là va être le réactif limitant. Pour que l'oléine réagisse totalement, donc on va utiliser le Na plus OH-, c'est-à-dire H- en excès. Donc, dans le mélange, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc de l'eau, donc dans le mélange, on aura l'eau, le savon, et le reste de Na+, H-, et nous avons le trialcool, c'est-à-dire CH2OH, CH2OH. Alors, on va se débarrasser facilement de celui-là, d'accord? Puisque c'est un composé organique, donc on peut l'éliminer facilement. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le savon mélangé avec l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un autre bécher. Qui contient l'eau salée, c'est-à-dire Na+, plus Cl-. On prend le sel de la maison et on va, une grande quantité, on va la mettre dans l'eau, on va le mélanger et après, on va verser l'eau salée dans le bécher. Alors, on verse l'eau salée, on mélange. Pourquoi on verse? Parce qu'on sait que le savon n'est pas soluble dans l'eau salée. Alors, après avoir versé l'eau salée, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater la séparation du savon de l'eau. C'est-à-dire le savon, il sera séparé de l'eau. Donc, il y aura une formation du savon. Donc, j'obtiens, d'accord, un mélange. J'obtiens ici un mélange, d'accord, dans lequel il y a ici l'eau salée, voilà, puisque l'eau salée, et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai du savon, d'accord? Une grande quantité de savon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une décantation, d'accord? Ou bien, on va essayer on va enlever l'eau salée. Après, on va sécher, c'est-à-dire, on va sécher et laver bien sûr, on lave avec quoi? On lave avec de l'eau salée, un autre eau salée. On va laver c'est-à-dire le produit de la réaction qui est un solide, qui est le savon. Pourquoi on va le laver avec l'eau salée? On ne va pas le laver avec l'eau, parce que si on le lave avec l'eau, il va se dissoudre. On va le laver avec l'eau salée. Pour éliminer quoi? Pour éliminer les ions Na+H- restantes à l'intérieur. Et à la fin, on obtient quoi? On obtient une quantité de savon pur. Alors maintenant, cette opération, lorsque je mélange le produit de la réaction, le mélange réactionnel qui contient les produits de la réaction avec l'eau salée, cette partie, il s'appelle le largage. Il s'appelle le largage. Le largage, c'est quoi? C'est ajouter de l'eau salée au produit de la réaction pour séparer le savon de l'eau. Pour séparer le savon de l'eau, puisque le savon ne se dissout pas dans l'eau. C'est pourquoi on ne peut pas laver les mains en utilisant l'eau de mer et du savon. Impossible. D'accord? Si vous utilisez l'eau de mer et du savon, vous allez constater que le savon, il passe à l'état solide. Alors, donc, maintenant, on va essayer de savoir quelles sont les propriétés du savon. Comment on peut utiliser le savon pour nettoyer les tissus.
comment on peut utiliser le savon pour nettoyer les tissus. Alors maintenant, donc le savon ici que nous avons introduit, c'est le C17H33COO- plus Na+. D'accord? Voilà le savon qui s'appelle oléate de sodium. Alors ça, c'est un R. Donc celui-là, on peut le représenter de cette manière. Alors donc, on peut le représenter, donc l'ion alcanoate, on peut le représenter de cette manière. Donc qu'est-ce que je constate? Il représente, ça c'est l'ion C17H33 ou bien le RCOO-, d'accord? Et il est représenté de cette manière. Donc la partie, ça c'est la tête. Donc ici, tête polaire. Tête polaire. Donc il possède la tête polaire, il possède, bien sûr, il est chargé négativement. Et ça, ce sont les atomes de carbone. Les atomes de carbone, c'est une chaîne. Donc il est appelé la queue. Il est appelé la queue. Donc le C17H33COO-, ou bien en général, toutes c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas, nous avons ici parlé d'un seul exemple de préparation d'un savon, d'accord? Mais il y a d'autres savons qu'on peut préparer à partir des esters qui ont 3 fonctions, par des composés qui ont 3 fonctions esters, et qu'on peut l'extraire des plantes. Il se trouve dans les plantes. Alors maintenant, donc, celui-là, donc il possède 2 zones. La partie, c'est la tête polaire, et l'autre partie, il s'appelle la queue. Alors, cette partie, il aime l'eau. Il aime l'eau. Alors, celle-là, cette partie, il aime les graisses et les lipides. Les lipides. Les lipides, entre parenthèses, graisse, c'est-à-dire les corps gras. Voilà. Corps gras. Et huile. Les huiles. Il déteste, c'est-à-dire il n'aime pas. Il n'aime pas l'eau. Alors, donc, cette partie, donc, aime l'eau, et celle-là déteste l'eau. Alors, celle-là, il aime les corps gras et les huiles, et celui-là, il déteste les corps gras et les huiles. Donc, si vous avez une tâche, voilà, vous avez une tâche. Ça, c'est la tâche. Dans cette tâche, il contient, par exemple, là, c'est une tâche d'huile. D'accord? Tâche d'huile. Ou bien de graisse. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? C'est que le R, il va s'introduire à l'intérieur. Donc, voilà la tête. Un autre, il va s'introduire ici. Un autre, il va s'introduire là. Un autre, il va s'introduire. Un autre, il va s'introduire ici. Voilà. Donc, ils vont, bien sûr, c'est la partie queue qui va entrer dans la zone là où il y a la graisse. Et ces parties-là, ils restent à l'extérieur, d'accord? À côté d'eux, il y a l'ion Na+. Donc, il représente la micelle. Alors maintenant, lorsqu'on essaye de frotter avec la main, donc, on essaye d'éliminer la queue, faire sortir la queue. Et lorsqu'on fait sortir la queue, lorsqu'il sort, il va emmener avec elle de la graisse. De cette manière, ou bien de l'huile, de cette manière, on élimine la graisse et l'huile. Alors maintenant, ces deux-là, ils ont des noms. D'accord? Ils ont des noms.
c'est un hydrophile. Celui-là, il est dit un hydrophile. Hydrophile. Un hydrophile. Alors, et l'autre, il s'appelle un hydrophobe. Hydrophobe. Alors, hydrophobe et libophile. 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 Donc, un hydrophile, avec ici un I. Voilà. Donc, le nom, vous devez connaître. La queue, c'est l'hydrophobe, libophile. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime les huiles, c'est-à-dire les lipides, les huiles et les corps gras. Et la tête, c'est un hydrophile. Qu'est-ce qu'il aime? Aime de l'eau. Qui élimine les huiles, qui élimine les lipides, ce sont les queues qui entrent dans les tissus qui contient, bien sûr, qui contient les taches d'huile ou bien qui contient les taches de graisse. Le cours est terminé. C'est le dernier chapitre de chimie. Salam alaikum. Exactement, il est 9h. Pour les gens qui n'ont pas assisté, je vais parler avec eux après. Et salam alaikum.